Hartmann. Bonjour Gilles. Bon matin. Allô, bon matin. Merci Gilles de ce cadeau. C'est mon cadeau de Noël aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, puisque Gilles a invité Robert Charlebois. Bonjour Robert. Bon matin. Bon matin. C'est très beau, bon matin. Ben oui, Les gens ils disent, vous parlez comme les Anglais, mais pas plus que good afternoon, c'est bon après-midi. Et bon matin, c'est très joli. Oui, au J'accepte Québec, bon matin. on dit trouvez? bon matin. Parce qu'on a Richard Charlebois. Ben oui, on a Robert. Robert, je dis Richard. Richard, c'est Cocchiante. C'est On se ressemble tous les Robert deux. Charlebois. C'est mon sosie. Vous êtes un, Je sais pas pourquoi je dis Richard. vous êtes un petit peu, vous êtes plus grand, moins plus fin que lui. J'ai... Oui, Oui. Et c'est vrai qu'il y a dans les cheveux. Beaucoup. Dans les cheveux. Dans les cheveux, il y a quelque chose. Sosie de cheveux. On est deux chanteurs à cheveux, d'ailleurs. Et moi, j'ai toujours dit, en tant que chanteur à cheveux, que j'arrêterais ma carrière le jour où je perds mes cheveux. Donc, il m'en reste pour un an et demi, pas plus. Bon, vous êtes. Vous pourriez retrouver votre touffe de cheveux que vous aviez à vos débuts. Les ébouriffer un peu, non, ça serait disgracieux, je trouve. Oui, mais vous pourriez. Parce que non, il faudrait élargir les portes pour que ma tête passe. Tant que c'est pour les cheveux, ça va. Robert Charlebois, donc chanteur, est-il besoin de le rappeler? On va vous retrouver du 29 mai au 9 juin à Bobino. Oui, c'est ça, à Bobino. Pour 10 soirs, 10 soirées, 10 concerts. Moi, je vous ai vu au Grand Rex. C'était exceptionnel. Franchement, c'était un spectacle incroyable. Vous avez une pêche d'enfer. Et là, ça va être un spectacle différent, mais on va... Complètement, oui. On va essayer de faire mieux. Un artiste, ça doit étonner toujours. Je peux pas refaire les mêmes hot dogs toute ma vie. Un grand restaurant. Je garde mes plats principaux, mais je varie mes desserts et mes entrées. On va en reparler dans un instant. Et on va faire le zapping, Gilles, qui nous concocte tous les matins le meilleur de la télévision. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors samedi soir, on a voté pour la plus belle ingénieure, et oui, la plus belle physicienne, la plus belle pharmacienne, la plus belle docteur, parce que vous savez, c'est plus du tout un concours de beauté, Miss France. Donc ils avaient tous des grandes professions, c'était toutes des intellectuels. Donc c'est encore une ch'ti qui a gagné le concours de Miss France 2024, Eva Gilles, et dimanche, elle était dans le trésor de Anne-Claire Coudray. Miss France 2024 et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Parce que vous avez l'impression d'avoir un peu tordu le cou à des clichés sur ce que doit être une Miss France aujourd'hui. Oui, ça change un petit peu des Miss qu'on a connues avant, forcément. Après, j'ai pas envie d'être connue comme la Miss aux cheveux courts, évidemment. Mais oui, ça change. On dit que vous dites que vous devez cette élection un peu à votre grand-père. Oui. C'est lui qui vous a poussé. L'été passé, mon grand-père arrêtait pas de dire à ma mère « Mais pourquoi elle se lance pas? Pourquoi elle y va pas ?» Donc ma mère a commencé à me le dire, à me le répéter. Et vers novembre, je me suis dit « Ève, t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta tête, t'es en études. Donc si tu veux prendre un an pour toi, c'est maintenant ou jamais. » Vous avez regardé Miss France ou pas? Non, mais voilà une Miss à cheveux, elle aussi. Ouais. Ah oui, exactement. Chanteur à cheveux. Non, mais... Elle en a moins que les autres, elle, un petit peu. Mais non, je n'ai pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de concours? C'est ringard ou pas ou... c'est toujours agréable de voir des belles filles intelligentes, hein, puis je pense qu'ils mettent l'accent de plus en plus... Oui, c'est pour ça que j'étais ironique. Ouais, ça existe au Québec, non? C'est encore ce qu'il y a de plus sexy, le cerveau chez une femme, pour moi, en tout cas. Ça existe encore ça existe au Québec? Non, il n'y a pas ça. Mais ce qui n'existe pas, vous parliez des Français, j'ai rebondi tout à l'heure aux nouvelles, 70% des Français pensent qu'on devrait boire de l'alcool. Très jeune, et ça, je suis d'accord avec ça. Ah oui? Parce qu'au Québec, quand j'étais jeune, il fallait avoir 21 ans. Vous imaginez-vous? Aujourd'hui, c'est 18 ans. Mais 21 ans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça doit être magique, ça doit être extraordinaire. Donc, tout ce qu'on fait entre l'âge de 16, 17, 18 ans, on se noircit la barbe, on essaie de se déguiser pour aller acheter des caisses de bière à l'épicerie. C'est la transgression. On en fait venir, on dit « Ah, ma maman ne peut pas répondre, elle est dans sa douche, est-ce que je vous paye? » Tu vois, tous les trucs, on imagine des stratagèmes pour boire. Alors que si les jeunes ont accès à 15-16 ans et que les parents ils vont au resto, c'est moins mystérieux et ça évite comme la prohibition, c'est ça. L'envie de découvrir alors, ça. Vous êtes presque français, alors. Enfin, petite parenthèse. Et c'était à quel âge votre premier verre, alors? De la batte bleue? Mon premier verre de la batte bleue, c'était à 14 ans et je m'étais noirci les joues. C'était dans un bar qui s'appelait le Esquire Show Bar, où c'était The Home of Rock and Roll in Town. C'était un bar où il y avait que des blacks. Fats Domino, Shotgun Kelly, Chuck Berry, tout ça.
Et il fallait avoir, évidemment, 21 ans, pas 18 ans à l'époque. Donc, je m'étais noirci les joues avec du liège, tu sais, brûlé, là. Je m'étais fait une barbe, puis j'étais rentré avec la pipe. Et puis le doorman, il m'avait vu. Il avait vu tout de suite que j'avais 14 ans. Puis, OK, Joe, tu peux éteindre ta pipe. Et mais vous avez il va laissé t'asseoir rentrer. dans le coin, puis on va te servir quand même. Et ça a été, je suis sorti de là, j'avais les jambes un peu en coton, parce que, tu sais, quand je n'ai pris 3 ou 4, là, des labattes bleues, même ça fesse. Ça fesse dans le dash. Ça fesse. C'était sa première apparition télé, Valérie, depuis son jugement. Notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était l'invité de Léa Salamé dans Quelle époque, où ça lui a fait bizarre hein, quand même d'aller devant un tribunal. Je vais même vous dire quelque chose. J'ai été 36 ans avocat. Les gens que j'ai défendus, je savais qu'ils étaient en stress, que c'est difficile, mais je n'imaginais pas à quel point c'était une épreuve quand soi-même on comparait devant des juges et que l'on est innocent. Oui, j'ai eu la trouille, mais en même temps, c'était un soulagement parce que j'allais pouvoir enfin m'expliquer. Ça a duré 2 semaines, on m'a posé énormément de questions. Je suis resté là et c'était bien normal. J'ai répondu, j'ai convaincu la Cour. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui disent « Ah ouais, mais tout ça, c'est cousu de fil blanc. » C'est une justice politique, c'est ça qu'on dit. Voilà, c'est une justice politique. Alors, Sergiano, championne de handball, vous avez vu, elles ont cartonné sur 2 chaînes en même temps. Ça fait polémique. Christine Bouillon n'était pas contente. Christine Bouillon n'était pas contente, une fan de handball. Voilà. Donc, nos handballeuses ont réussi. Mais il y a aussi à Londres en ce moment, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, Valérie, le championnat du monde de fléchettes. Alors, je vois sourire en coin, mais vous allez être surpris par les chiffres de BFM sur ce championnat du monde de fléchettes. Depuis quelques années, les pros de la fléchette remplissent les plus grandes salles au monde. Là, on est à Londres, à l'Alexandra Palace, 10 000 places et une ambiance survoltée. On est entre le match de foot et le combat de boxe. Dans le public, ça crie, ça chante, ça boit aussi un peu. Non, sans rire. Si, et puis on se déguise. Ce championnat du monde de fléchette, c'est le tournoi majeur. Ça va durer jusqu'au 3 janvier. 95 000 billets ont été vendus, s'il vous plaît. Incroyable. Les audiences télé, j'en parle pas, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne réunis, ça a fait plus de 4 millions de téléspectateurs. C'est un record lors de la finale 2018. Tout cet engouement fait quoi ? 4 millions de téléspectateurs. Ouais. On a cette récompense, 580 000 euros pour le vainqueur. C'est à peu près ce que gagne un demi-finaliste à Roland-Garros en tennis. C'est juste hallucinant. Vous jouez aux fléchettes? Parce qu'au Canada aussi, ça marche bien. J'en ai dans ma cuisine, mais c'est tellement petit. Non, c'est tellement petit que ça devrait être télévisé. Mais allez voir ça. Attends. Oui, j'ai un jeu de fléchettes dans ma cuisine. J'ai une table de billard aussi. Mais, dans la cuisine? Non. Mais oui, celui qui perd fait la vaisselle et tout. Ça fait une vie passionnante. Parce que si tu as une table de billard dans ta cave, tu joueras jamais. Non. Si elle est dans la cuisine, tu as des chances de jouer de temps en temps. Tu peux jouer un peu plus. Mais un fléchette, je savais pas que c'était. C'est comme la pétanque, ils remplissent. Mais au moins, la pétanque, c'est spectaculaire. Il y a des blessés. Il y en a un autre qui est mort en recevant une boule sur la tête la semaine dernière. Alors, mais que là, les fléchettes, peut-être des yeux crevés, mais je vois pas l'intérêt. Ça peut blesser. Vous faites du sport ou pas? Parce que vous avez une forme incroyable, hein. On peut dire que vous avez 78 ans. Je fais du golf. Ouais. Je le marche, par contre. Faites 18 trous à pied. C'est du sport. Si tu le fais en voiturette, c'est moins. J'ai très, très ému par Dupond-Moretti. J'ai trouvé formidable ce qu'il a dit. Et c'est un de mes copains chanteurs qui est venu au Grand Rex avec Souchon, Woolsey, Alain Juppé, Véronique Sanson. Sa femme est québécoise, donc à Dupond-Moretti. C'est mon amie Isabelle Boulay, évidemment. Donc, j'y ai fait entendre Ordinaire en italien un jour, que j'avais enregistré il y a longtemps. Ça fait comment? Il a pleuré. Hein? En italien? Normale. Io sono un uomo molto normale. Non mi va molto di lavorare, a stare sempre a chiacchierare coi vecchi amici e poi suonare, ma la carriera ho da pensare. Sono un cantante popolare. Bravo. C'est magnifique, c'est encore plus beau qu'en français. On va aller rechercher. Et puis Valérie, un billard dans une cuisine, c'est normal, c'est l'endroit où il y a les maîtres-queux. Oui, absolument, bravo. On a des auditeurs qui sont fans, et Stéphane en particulier qui a habité au Québec. Robert, quand est-ce que tu refais un Mariti et Gilbert Carpentier avec la Gibson géante blanche? Vous vous souvenez de ça? Moi, on ne pourra jamais refaire ça parce que les Carpentiers ne sont plus là. Mais les Carpentiers étaient formidables parce qu'ils disaient demandez-nous pas de cachet, mais demandez-nous n'importe quoi, on va vous le faire. Ouais. Une guitare de 30 mètres de long avec dont sortait du centre du trou, Fugain et le Big Bazar. C'était la première émission aussi de
Patrick Sabatier. Voyons, Patrick Sébastien, ouais. Qui faisait des imitations que j'avais vues dans un bar. Puis j'ai dit, toi, faut que tu... Puis il faisait Coluche et Bourville et plein de choses. Et donc, et le manche de la guitare, il y avait un piano à queue au bout. C'était spectaculaire, ça. Vous vous en souvenez et puis très bien. Les boutons de volume de cette Gibson électrique servaient de tabouret pour s'asseoir. Ouais. Non, c'était... Il m'avait pas raté les Carpentiers. Ouais. Il était Valérie, chanteur, acteur, boxeur, saxophoniste, clarinettiste, pianiste. C'est un champion de boxe et de polo et il montait beaucoup à cheval. César du meilleur acteur en 1982, du meilleur acteur dans un second rôle en 1982 pour Garde à vue. Guy Marchand nous a quittés à 86 ans, mais il avait apprivoisé la mort. C'est chouette la vie. Mais s'il n'y avait pas la mort, on se ferait chier. C'est vrai. Parce que je vais vous dire, les dieux sur l'Olympe s'emmerdent. Pourquoi ? Et pourquoi il drague des mortels Jupiter, tu vois, se tapait que des mortels et tout. Parce que quand on est immortel, on s'emmerde. Et au bout d'un certain temps, les vampires, au bout de 100 ans, de 150 ans, ils veulent mourir. Ils se font chier. Non, tout ça fait partie du plaisir de vivre. Même l'idée de la mort. Ah bon. C'était un personnage, Guy Marchand. Vous l'aviez connu ? Croisé une fois ou deux, mais c'était pas un ami. Mais c'est vrai ce qu'il dit, parce que tout le monde veut durer, personne veut vieillir. Ouais. Et la mort, une seconde avant, t'es vivant. Comme disait Sénèque, une seconde après, t'es mort. Ce que les gens craignent le plus, c'est la douleur et l'usure de la machine. Ouais. Mais durer, oui. Oui, on veut tous durer. Et c'est les gens qu'on aime aussi. Si on était immortel, moi, je ferais des chansons dont l'intro durerait 4 siècles. Avant le premier couplet, une douzaine de siècles. Le refrain, pourquoi pas 5 siècles? On s'en sortirait jamais. Vous avez entendu Destinée, donc tout le week-end en hommage à Guy Marchand. Moi, je vous propose plutôt d'écouter Ragazza, qu'il a écrit, composé, musique et paroles. J'adore cette chanson. Ragazza. Tu seras ma maison, mon nid, mon jardin, mon repère. Je vivrai dans ton lit avec ma guitare et ma bière. Je guetterai le moment où tu ouvriras les paupières pour t'embrasser les yeux, les pieds comme dans une prière. Ragazza, ragazza. Il y a un petit côté Paolo Conte, je trouve, dans cette chanson. C'est un très bel album, cet album-là. Mais c'est un crooner, il voulait chanter. Côté montant aussi. Oui, un petit peu. Non, mais il chantait magnifiquement bien. On se retrouve dans un instant avec... Oui, absolument. On se retrouve dans un instant avec Robert Charlebois. On va parler de ce nouveau spectacle. Les réservations sont ouvertes pour Bobino, 10 soirs du 29 mai au 9 juin. Vous avez déjà pris le premier rang, vous. Absolument, les 10 soirs. Voilà. Et si j'en crois nos auditeurs, en tout cas, vous êtes très très populaire en France aussi. À tout de suite. L'invité du jour, c'est Robert Charlebois. Ça sent le pancake et le sirop d'érable depuis tout à l'heure. Il sera du 29 mai au 9 juin prochain à Bobino, Ducharme, Rimbaud, Vigneault, Mouffe. Ce sont vos auteurs fétiches. Il y en a d'autres aussi, McNeil, j'imagine. Il y aura plein d'autres. Marcel Sabourin, qu'on connaît avec tout écartillé, des choses comme ça, mais des chansons très fortes aussi. Oui, c'est ça. En fait, tous les poètes qui ont jalonné ma vie avant d'être des paroliers. Parce que j'ai fait des chansons avec des vrais paroliers, comme Plamondon est un excellent, extraordinaire parolier à l'esprit poétique, comme moi. Mais des vrais poètes, c'est quand on les prend, on va les chercher avant qu'ils deviennent paroliers. Régent Ducharme, en l'occurrence, c'est un immense écrivain. Charlebois, Ducharme et les autres, parce que Régent... moi, dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, un jour, ma femme me demandait, elle dit, qu'est-ce qui te reste de ton métier? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? J'ai dit, c'est pas les tournées avec Janis Joplin puis les Grateful Dead, c'est pas le show avec Gilles Vigneault et Félix Leclerc, c'est pas mes disques avec Frank Zappa, c'est les chansons que j'ai faites avec Régent Ducharme. Et Régent Ducharme... qui fait des livres assez noirs, pour ceux qui ont lu La Vallée des Avalées, L'Océantume, L'Hiver de Force, fait des chansons drôles, tendres, et c'est, comment vous dire, c'est de l'autisme, c'était de la douance. Il faisait de la douance, il écrivait avec une vitesse vertigineuse,
il y avait évidemment 10 000 heures d'écriture, alors que moi, toute mon œuvre pourrait tenir sur 100 pages. Lui, il a fait une dizaine de romans chez Gallimard. Et les gens qui aiment ses livres vont pas nécessairement aimer les chansons, et l'inverse est vrai aussi. Elles sont assez différentes, effectivement. Mais là, il y a Quarto qui vient de sortir, de faire paraître il y a quelques mois toute son œuvre. Je vous conseille vraiment, parce que c'est un écrivain majeur au moi, Québec. je l'ai défendu, puis le Clésio m'appelait à chaque fois qu'il sortait un livre en disant « Viens avec moi, on va aller faire telle émission, parce que personne ne l'a jamais vu. Et un jour, avec La Vallée des Avalés, il était pressenti pour le Goncourt. Puis il dit non, moi, il sortait jamais. À part le Clésio, il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Et Raymond Queneau, peut-être. Et sinon, lui, il dit, je vais envoyer ma femme le chercher. Ils ont dit non, on va le donner à un autre. Parce qu'évidemment, ils veulent un show aussi. Ils veulent qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir, quand vous êtes arrivé en France, ou même maintenant, qu'est-ce qui vous a choqué chez les Français? Qu'est-ce qui m'a choqué chez les Français? À part leur accent. Ah ouais. Mais pas grand-chose, écoute. Ouais. C'est pareil sur toute la Terre. Hein? Ouais. C'est permis d'être québécois et grotesque et idiot et stupide, puis c'est permis en France aussi. Et puis il y a des gens de qualité partout. Il n'y a pas quelque chose qui vous a sauté aux yeux? Qui m'a sauté aux yeux... Les maudits français, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Non, moi, je les ai aimés au point d'en épouser une. Oui. Que j'ai importée au Canada et qui vit avec moi depuis 45 ans là-bas. Ouais. Mais on vient quand même faire notre tour un mois par année. Puis vous avez beaucoup d'amis, on en parlait hors antenne. Des vrais amis en France, j'en ai. Je viens les voir, puis j'offre mes meilleurs vœux de Noël et du Nouvel An à ceux que je ne pourrai pas voir d'ici dimanche. Ouais. Ah oui, c'est vraiment une escale rapide. Non, c'est important pour moi de venir dans le pays de mes ancêtres et puis d'avoir les deux. J'aime mon pays, mais aussi j'ai des racines girondines. Et puis vous avez toujours été adopté par la France. Et puis vous étiez, quand vous étiez jeune... Ce qui me choquait, mettons, oui, ce qui m'avait choqué vraiment, c'est quand, on reviendra pas sur la batterie à l'Olympia, mais les espèces de cabales qui étaient montées, vous savez, genre, on te donne 8 minutes pour chanter, puis on te ferme le rideau après 8 minutes, même si c'est dans le milieu de la chanson. Ça, j'avoue que c'était un peu choquant. Ça c'était au début à l'Olympia, où vous passiez, où les chanteurs passaient, ils avaient effectivement 8 minutes pour convaincre. Et puis voilà. Et donc, vous avez tout de suite été adapté, mais ce qui était surprenant pour les Français, c'était votre franc-parler, et vous n'avez rien caché de votre vie. Comme ce soir-là, chez Thierry Ardisson, on remonte 20 ans en arrière. J'ai peur. La grève qui a perdu le plus de pognon. Plus grosse perte. Je crois que c'est quand j'ai gagné à Spa en Belgique. Écoute, il m'avait réglé un gros paquet de francs comme ça. Et j'étais à l'époque assez fou, assez flyé. Je mélangeais les paradis artificiels avec beaucoup d'appétit. Et je m'étais ramassé à Pigalle, je crois, dans un endroit qui ressemblait beaucoup à ta première émission de Noël il y a 2 ans. Et je crois que je m'étais fait assommer par des pimps et je me suis retrouvé... il m'avait soulagé de tout mon gain de spa qui était peut-être autour de 2000 $, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. Et tu te souvenais plus de l'histoire avec la fille en plus? Non. Je me souviens juste qu'il y avait un couvre-lit fleuri avec des tapisseries fleuries, puis un plafond fleuri, puis un tapis. Et la fille était fleurie aussi. Mais c'est incroyable d'aller raconter qu'on s'est fait voler son argent par une prostituée quand on est artiste. Pas par la prostituée, non, par le pimp. Par le proxénète. Mais quand même... écoute, tu sais, moi, je faisais la tournée des bars, et puis j'avais un espèce de coupe-vent de baseball, puis les billets devaient sortir de partout de mes poches. Fait que les gars, ils ont dit, celui-là, la prochaine bière, on va pas le rater. Mais vous n'avez jamais eu peur pour votre image? Vous avez parlé de la drogue, vous avez parlé de tellement de choses. Non, parce que quand c'est vrai, c'est toujours beau. Non, il me semble. Qu'est-ce qui fait que vous avez été adopté par la France, justement? Vous avez été un des premiers Français à avoir ce succès-là en France. Après, on a eu tous les autres qui sont arrivés, mais vous avez été vraiment le premier. Non, mais... Je voudrais pas être méchant, mais j'ai l'impression que les Français m'ont aimé parce qu'ils comprenaient pas. Non, c'est pas vrai. Tu sais, dans Lindbergh, il y a des gens qui me disaient une crise de chute en parachute. Des jeunes groupes me chantent, puis j'ai fait quelque chose que je ne peux pas vous dire ici. Et ils comprenaient ça. Au lieu de puis j'ai fait une crise de chute en parachute. Et donc quand ils comprennent pas, ils sont médusés, fascinés. Puis dès qu'ils comprennent, ils jettent.
comme un citron, tu vois. Et le fait qu'il comprenait pas tout, je pense que ça a contribué grandement à madurer. Bon, je suis pas sûr de ça. On va écouter un petit... On vous a monté un petit medley de vos succès. Ben, ils comprennent plus que de l'anglais, mais ils comprennent pas tout à fait tout. Ben, ils écoutent de... un dieu. Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc, rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les pots aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je me tatoue ton nom tout partout pour que tu me trouves plus beau quand tu me verras tout nu. Je reviendrai à Montréal. On comprend un peu aussi. Oui, on comprend un peu. On comprend. Écoutez le vent de la mer. Voilà. Se briser comme un Et on les connaît toutes par cœur, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, mais là, vous avez fait un survol de ma carrière, mais le début, les années psychédéliques, là, quand j'arrivais avec mes gros cheveux et ma veste en mouton, c'était pas rock voisine, mais c'était à peu près l'équivalent de ce que rock a été aux années 80, c'était psychédélique. Et un jour, Mélenchon, votre fameux Mélenchon, comment est-ce qu'il s'appelle? Jean-Luc Mélenchon? Ouais, il m'a fait venir, il organisait des spectacles pour une mairie communiste en banlieue. Puis il me fait venir, puis tout ça, puis ils devaient tous parler après moi, faire leur discours politique. Mais il y avait... Herbert Léonard n'a pas pu chanter parce que les gens... Charles Lebois, il y avait tous des hippies avec le pétard et tout. Et puis, lui, Mélenchon, n'a pas pu parler. Alors ça, c'était une de mes grandes fiertés au monde. C'est extraordinaire. Empêcher Mélenchon de parler après mon show. Ouais. C'est assez incroyable. Et c'est répertorié. Vous lui demandez, vous le direz. C'est quoi les chansons psychédéliques? C'était toute la période Lindbergh, engagement. Mange ton blé d'Inde sans te plaindre. Toutes ces folies-là. C'est une de mes chansons préférées, Lindbergh. Moi, j'avais demandé mon pays. Vous savez comment je fais bien? Bien sûr, oui, vous faites bien Louise Forestier. J'avais demandé mon pays, mais il me l'a pas mis. Moi, ça j'aime arrive bien. Ça arrive à comme ma rentrer sa carte de punch dans le slot de la cloque. Bon, ben, les Français, il faut qu'ils comprennent. Là. Ouais, mais moi, je trouve dommage. Sa carte de punch dans ce slot. En fait, c'est en français, ça arrive à manufacture. Ça arrive en retard au turban, les tifs collés comme des oursins avec des fringues de ringard en retard. Ça dit que sa caisse est naze. Cause des embouteillages, les poignes des Jacques Rasseux, ça refoule sa carte à la pointeuse. Sa carte à la pointeuse, c'est sa carte de punch dans le slot de la cloque. La slot, c'est la fente, puis la cloque, c'est l'horloge. Ouais, vous savez que ce que vous venez de faire, c'est du rap, hein? Oui, bien avant le temps. J'en ai fait du rap, mais... J'aime pas trop ça. C'est bon pour véhiculer de la haine. Et si... Oh non, vous pouvez pas dire ça. Vous trouvez que le rap, ça véhicule de la haine? C'est formidable. C'est fait pour les gens qui n'aiment pas la musique, déjà, parce que t'as pas de mélodie. T'as toujours le même tempo. Non, mais c'est difficile à faire, du bon rap. Et il y a sûrement un peu de poésie là-dedans. Moi, j'ai pas accès à ce genre de musique, mais bon, c'est pas grave, c'est générationnel. Puis je m'affole pas, parce que quand j'avais 13-14 ans, je pouvais pas supporter une chanson française. J'écoutais WPTR de Albany, New York, parce que ça rentrait chez moi à Montréal la nuit. J'étais sûr d'avoir le nouveau Chuck Berry, le nouveau Gene Vincent, le nouveau Elvis, le nouveau Fats Domino. Alors que moi, Jean Sablon, Trenet, tout ça, les Louis Mariano, guitariste, j'étais pas capable d'écouter ça. Donc quand je vois des jeunes qui, à mon âge, à 13, 14, 15 ans, n'écoutent que de l'anglais, je me dis, ils vont revenir, parce qu'à l'âge de 16 ans, j'avais fait tout le tour du rock, puis là, je découvrais, mais c'est quoi ça? Ferré, mais c'est quoi ça? Dutronc, Gainsbourg, Aznavour, Barbara, Brel, Brassens, Béard... et là, vous avez découvert... Et là, après ça, je reviens au rock, parce que ça fait partie de ma vie. Mais... j'étais content de le fuir aussi. Comprenez-vous? Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de ce spectacle. On va commander des pizzas, on est là jusqu'à midi. À tout de suite.
Le supplément média, toujours avec Robert Charlebois. Stéphane nous dit, est-ce que vous pouvez le garder pour les débats, qui nous donne son avis sur la politique française? Non, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on est toujours plus intéressant pendant les pubs. Mais non, mais non, on a toujours des choses extraordinaires. Et dès que la pub est finie, oups! On reprend dans la... Mais non. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Mais c'est vrai, imagine une radio où on enregistrait ce qui se dit pendant les pubs. Alors, il y a une radio concurrente qui fait de ça. Donc je ne sais pas le nom. Comme quoi, on n'invente rien. Et en fait, vous pouvez retrouver en podcast tout ce qui se dit pendant la pub. On devrait faire ça. Je pensais que j'avais inventé quelque chose. Mais nous, on est un peu pendant la pub aussi. Hein. Je vous disais que vous devriez faire un livre pour raconter votre vie. Oui, le dictionnaire amoureux de Robert Charlebois. Voilà. Je veux de l'amour. Mais... 60 ans de carrière. 60 ans de carrière. Et vous avez toujours envie. Oui, parce que, comment dire, la vie se charge de nous sortir du jeu, tu sais. Un petit AVC, un petit cancer, une petite polype. Ouais. Non, c'est vrai. Mais vous pourriez... Un petit Alzheimer. Non. Il faut jamais avoir envie de s'arrêter. D'après moi, premièrement, ça veut dire qu'on n'a pas aimé ce qu'on a fait. C'est vrai. Et puis sinon, c'est l'énergie. Je ne crois qu'à l'énergie. Et c'est ça qui nous sort du jeu à un moment donné. Vous êtes impressionnant sur scène. Hein. Moi, encore une fois, je vous ai vu en avril dernier. C'était assez spectaculaire parce que vous êtes un vrai rocker et vous avez gardé... C'est les de drogue, ça. Non, mais la drogue, c'est formidable parce que... Non, la drogue, c'est formidable pour ceux qui veulent être des génies ou qui se prennent pour des génies. Et ça, c'est Miles Davis qui l'a dit avant moi. La drogue ne donne aucun talent. La drogue peut hypothéquer ton énergie. Donc, tous ceux que j'ai connus, si ton orchestre fait de la coke, évidemment, puis t'en fais pas, tu joues pas dans le même film. Mais tous ceux que j'ai vu faire de la coke, on les ramasse à la petite cuillère 6 mois après. Donc, c'est des mensonges, tout ça. Alors, Robert, rappelez-vous, vous êtes à la télévision québécoise, vous êtes derrière un piano, et là, pour la première fois, tous les chanteurs et chanteuses existants québécois vous ont rendu hommage. Vous vous souvenez de ça avec un grand écran. Ils étaient dans une dizaine de pays. Ça allait de Ginette Renault en passant par Luc Plamondon qui chantait. Et tout le monde était en duplex. Vous vous souvenez pas de cet événement ? Et ça a fini par Céline Dion. Écoutez l'extrait. Et tous les chanteurs québécois ont chanté. Mais il n'y avait pas Aznavour. Il y avait pas Aznavour. Il n'y avait que des chanteurs québécois. C'est un Québécois, Aznavour. Il a commencé à Montréal. Il doit tout au Québec, Aznavour. Chez Aznavour, il faisait du bebop. C'était sur Radio-Canada. Et vous finissez en duo avec Céline Dion. Oui, je me souviens de ça. Là. Ah, ça y est. Mais vous êtes à l'égal de Gilles Vigneault, de Félix Leclerc. Vous êtes une légende quand même de la chanson québécoise. Ma légende vous remercie. Non, c'est vrai. Il y a une statue à Montréal ou pas? Il y a une céramique grosse comme le studio, là, sur un mur, ou juste à l'entrée du pont Jacques-Cartier. Donc, il y a 600 000 automobilistes qui sacrent devant mon image parce qu'ils sont pris dans des embouteillages tous les jours. Il y a des écoles, Robert... Pas sûr que ça me fasse vendre des billets. Il y a des écoles, Robert Charlebois? Non. Pas encore. Pas encore. Non, il n'y a pas de rue. Il n'y a pas de rue, mais il y en aura. Le pont Champlain, par exemple, il aurait sauvé de l'argent sur les premières lettres. Le CHA était déjà trouvé. Voilà, donc le pont Robert Charlebois. Ça m'aurait plu un pont, parce qu'en musique, on fait des ponts toujours entre les couplets et les refrains. Mais sinon, une rue, un village, non. Peut-être après ma mort, mais je m'en fous. Le spectacle de Bobino, donc il y a eu ce spectacle incroyable que vous avez. Vous êtes allé un petit peu partout, vous êtes allé en Belgique, il y a eu une grande tournée. Et là, donc, c'est un nouveau spectacle qui arrive assez vite après le précédent, qui va être quoi, plus intimiste? Forcément à cause du lieu. Et il y a aussi un artiste est là pour étonner, faire pleurer, faire rire. Et moi,
j'ai visé très haut, j'ai pris des bouchées plus grosses que je pouvais avaler, notamment dans les textes de Vigneault, dont je ne veux pas vous parler. Bah oui, je vous ai Mourir de demandé hors jeunesse. antenne. Ouais. Enfin, une chanson extraordinaire, Mourir de jeunesse, qui m'avait écrite quand mes parents sont décédés, parce que moi, vous dites que je suis en forme, mais à 33 ans, j'étais orphelin. Donc, c'est pas parce que mes parents m'ont laissé un héritage de santé ou quoi que ce soit. Et je découvre des vieilles chansons comme ça. Et les 3 premiers soirs, je me suis planté solide. Au point que je me suis mis à faire des sketchs avec mes musiciens. Et c'est devenu tellement important, mais les gens pissaient dans leurs culottes, puis à la fin, standing ovation, que je me suis dit, bon, depuis le temps, je rêve d'être un stand-up comique, c'est peut-être l'occasion, mais on peut pas se faire en semblant de se tromper. Ça devient faux à ce moment-là. Oui, donc, ça a sûr. été drôle. Puis à Bobino, évidemment, j'aurais déjà 20 shows. Oui, donc là, vous allez n'allez plus vous planter. Ça va être. Pas la cravate, parce que j'en porte plus, mais. Ouais. Vous vous souvenez du moment où vous aviez chanté à Céline Dion, Tu es une femme bien ordinaire, où elle avait pleuré, vous aviez réécrit la chanson. C'était Mouf qui avait refait le texte, parce que, bon, il y a une fille qui chante « Je fumerais du pot, je boirais de la bière », une black au Québec, puis elle change pas le texte. Mais Céline, elle fume pas, à boire. Même à Noël, elle finit pas un demi-verre de champagne. Donc, et puis là, en plus, son papa était mort. Je ferais de la musique autour d'un verre avec ma mère, mes frères, tout ça. Père, et c'est là qu'elle a craqué, évidemment. Et je vais la refaire avec Victoria Sio. Non, mais un petit peu en duo pour une émission à venir en télé bientôt. Parce que Victoria Sio, c'est celle qui chante toutes les chansons dans le film de Valérie Lemercier. Et moi, je crois que il y a tellement d'amour dans ce film-là. Que vous l'avez aimé, oui, le film, vous m'avez dit que vous l'aviez vu 4 fois. Parce que Valérie a mis beaucoup d'elle dedans. Mais alors, comment ça se passe? C'était ma question. Est-ce que, pour acquérir les droits, elle vous demande l'autorisation? Vous étiez au courant ou ça s'est fait? Vous l'avez découvert comme tout le monde en voyant le film? Comment ça se passe? Mon Dieu, non, il demande des autorisations. Par contre... Mais pas la vôtre. Si Céline a demandé l'autorisation pour faire sa version à elle, après ça... Non, je parle dans le film, je parle de l'utiliser dans le film de Valérie Lemercier. Non, je crois qu'ils ont demandé. Moi, j'ai un bureau qui s'occupe de ça. Là. Oui, c'est sûrement... Elle m'a pas appelé personnellement. Oui, et vous ne savez pas si Céline Dion a vu le film, parce que Valérie Lemercier ne le sait toujours pas. Moi, je pense que personne, à part Maman Dion et René Angélil, je pense que c'est la 3e personne au monde qui aime le plus Céline Dion. Parce que faire un film, faire un film, c'est tu t'investis pendant 3 ans, t'écris, tu mets ça ensemble et tout. Après ça, il y a eu toujours la question d'accent. Bon, si on faisait un film sur moi joué par un Français... Bien sûr. Peut-être que je trouverais que ça... Mais ça, on n'en sortira jamais. Mais ce qui compte, c'est qu'elle est juste dans ses émotions, Valérie, d'ailleurs. Elle a eu le César de l'actrice pour ça. Et moi, je trouve que c'est drôle, c'est émouvant, c'est bouleversant. Et aussi, à l'époque, sa maman était encore vivante. René était décédé, mais Céline, I'm the boss. Céline était pleine d'énergie. Elle n'avait pas non plus ses problèmes de santé qui sont un peu petite variante de sclérodermie. Il n'y a pas de maladie sympathique, mais il y a des maladies épouvantables qui guettent les chanteurs comme tout le monde et on est tous à la merci de ça. Donc moi, je peux avoir une baisse de vitalité demain matin puis il n'y aura pas de Bobino, là. Il n'y a rien de garanti là-dedans. Si. Vous allez être là. Mais vous la voyez, Céline Dion, vous avez des contacts avec elle ou pas? Je l'ai rencontrée quelques fois dans ma vie, mais là, elle est complètement sauvage, fermée. Elle est allée voir un match de hockey à Las Vegas, elle va voir jouer les Canadiens de Montréal, qui vont venir ici l'année prochaine. C'est vrai? Je viens d'apprendre ça. Pour les Jeux Olympiques? Je ne sais pas, pour jouer, en tout cas pour élargir. Je ne sais pas s'ils vont jouer contre les Français volants. Je ne sais pas. Vous étiez bon au hockey, vous? Hein? Vous étiez bon au hockey? Oui, moi j'ai fait des shows au Palais des Congrès sur glace. Moi, dans le temps de Nanette Workman, j'avais une espèce de plancher en cire sur laquelle n'importe qui sait jouer au hockey ou qui sait patiner avec des lames, après une demi-heure de pratique, évidemment, peut reculer, peut avancer sur la glace. Et à l'idée qui était venu voir mon show, probablement à cause de Nanette. Oui. Ils ont une petite proximité. Il était venu dans la loge après ça, puis il me dit « Hey, tes patins, ça se peut pas, il y a des roulettes en dessous. » Et il s'est coupé le doigt, il a passé sa main comme en dessous de ma lame, et puis il s'est coupé le doigt. Il pensait qu'il y avait des roulettes de cachées dans les lames. Il ne pouvait pas imaginer une chose. Parce que Nanette était en talons hauts, puis elle courait sur la glace. Lui, il s'est dit, c'est pas de la glace, évidemment. C'est un genre de plastique inventé par un Français, d'ailleurs. Moi, j'avais vu ça au Lido la veille. Comment vous les choisissez, ces chansons, pour un show?
C'est compliqué, vu les... Ben comme là, je vous dis, les poètes qui ont croisé ma vie, vu que j'ai fait une 40aine de chansons avec Régent Ducharme, il y aura au moins 6 ou 7 chansons de Régent Ducharme. Après, je pense que Rimbaud, pour le country rock, c'est imbattable. Rimbaud, c'est un chanteur country pour moi. Là. On pense que c'est un intellectuel, mais c'est d'une élégance extraordinaire. Sensation. Je vais faire 3 ou 4 chansons de moi, des textes. Bon, moi, je suis plutôt musicien, mais j'ai quand même fait une 50aine de textes. Mais je vais essayer de faire, rire et pleurer les gens. Et étonner, c'est pas facile après 60 ans. Et musicalement, j'ai toujours les mêmes musiciens depuis 20 ans. Mais ce sera plus intimiste que ce qu'on a pu voir au Grand Rex. Il n'y a pas les cuivres, mais je vais jouer du gazou. Pas mal. Et puis une dernière question média, quand même, justifie ça va être rock, attention, ça va être rock. Et vous avez vu peut-être Taylor Swift, le show de Taylor Swift, mais je fais exactement pareil. Sauf que c'est juste 700-800 au lieu de 70 000 personnes. Mais je fais des chansons surprises tous les soirs. Et j'essaie des chansons. Et puis à la fin, si les gens se lèvent pas, la chanson va aux poubelles. Et à tous les soirs, il y a 2 nouvelles chansons qui changent. Et c'est comme ça que je prépare mon nouvel album. Pas fou, hein? Pas fou, pas mal. Une petite question média quand même dans l'émission Média. Est-ce que ça existe d'ailleurs au Québec? Quel regard vous avez sur les jeunes artistes de la Star Academy et de ce genre d'émission? Ou est-ce que vous aimeriez être juge dans The Voice? La voix au Québec. La voix. Non, je me sens pas... Non, j'aimerais pas ça du tout. Maintenant, je pense que c'est pas... c'est comme tirer sur une fleur pour la faire pousser plus vite. C'est pas nécessairement mauvais qu'ils fassent ça, ça leur fait une expérience de plus. Mais il y en a 1 sur 100 qui va faire une carrière là-dedans. C'est ça, c'est de et on leur apprend à monter dans une limousine. La plupart du temps, ils repartent en planche à roulettes. C'est un côté voyeur et un peu cruel. Non, c'est vrai. On leur apprend tout, quoi faire pour être une star. Mais on leur apprend pas à dire bonsoir. Et puis s'ils gagnent, le chanteur, il faut que tu te le tapes pendant 1h30. Là, s'il y a la chanson que tu as aimée à la télé, qu'est-ce qu'il fait avec les... il y a la suite. La suite de l'heure qui s'en vient et qui passe pas trop vite. Merci d'avoir été... Mais cela dit, pourquoi pas? On peut découvrir des merveilles là-dedans aussi. Il n'y a pas de gens condamnables. C'est un peu comme l'Olympia avec le rideau qui tombait au bout d'une minute. Le rideau, c'est un peu comme le rap, dans lequel il y a sûrement des bonnes choses, comme on disait tout à l'heure. Robert Charlebois sera donc du 29 mai au 9 juin 2024 sur la scène de Bobino. Les réservations sont ouvertes. Moi, je vous encourage à aller le voir parce que sur scène, c'est quelque chose, franchement. Et on était ravis de vous avoir ce matin, Robert Charlebois avec nous, puis nos auditeurs aussi étaient là et vous aiment. Voilà, et on vous aime. Merci à vous. Je me chantais. Oui, je me chantais. Je me sentais chez moi. Parce que vous avez tous deux un beau passé montréalais quand même. Oui, absolument. On a des petits atomes crochus avec le Québec. Merci à vous et dans un instant, les débats.